Bonjour à tous, merci d'être là. Je vais commencer, du coup, il est 30. Donc, je me présente rapidement, Clément Marcelot, je suis Solution Engineer chez BitSight. Donc voilà, je couvre essentiellement la France. Aujourd'hui, le sujet... Ah, pardon, excusez-moi, je croyais qu'on me faisait signe au fond. Aujourd'hui, le sujet, c'est donc Nice 2. Donc la présentation va durer environ 25-30 minutes. On va essayer de garder un peu de temps pour les questions. Le sujet, c'est bien Nice 2. C'est pas BitSight. On parlera rapidement de BitSight à la fin, sur les 5 dernières minutes. Mais l'objectif, c'est donc d'aborder Nice 2. En 25 minutes, je préfère le dire, on ne va pas avoir le temps de rentrer très en détail dans la directive, mais c'est vraiment d'en comprendre les éléments essentiels, qui, quand, pourquoi, comment, etc. Et d'apporter un éclairage. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne. Non, je vais faire comme ça ira. Donc, petit disclaimer, hein. Simplement, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste, donc l'éclairage que je vais essayer d'apporter sur Nice 2, c'est un éclairage avant tout technique, opérationnel, de donner vraiment une compréhension des aspects techniques, pas des aspects légaux. C'est un aspect important évidemment de toute directive et de loi, on le verra après, mais voilà, juste pour être clair sur le contexte. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste, je sais pas, les écrans sont un peu petits, mais au pire, vous aurez sûrement la présentation en follow-up. Mais les deux, on va dire, les deux meilleurs endroits pour avoir des références sur Nice 2 en France, c'est évidemment le site officiel du Parlement, qui met à disposition le texte dans son intégralité, et le site de l'ANSSI, bien sûr, qui en parle un petit peu, puisqu'on va le voir après. Forcément, l'ANSSI a un rôle assez important et très central en France sur le sujet de Nice 2. Voilà. Alors, et par ailleurs, j'encourage ceux d'entre vous qui y ont un intérêt et qui ne l'auraient pas encore fait à lire la directive. Elle est assez digeste. Ce n'est pas le cas de tous ces textes-là. Celle-ci est très digeste. Une bonne idée, d'ailleurs, c'est de limite la commencer par la fin, puisque avant vous avez 144 préambules qui vous donnent des éléments de contexte. C'est très intéressant, mais disons que c'est aussi intéressant de les lire, paradoxalement, après avoir lu la directive pour comprendre comment est-ce qu'on aboutit à ces différents articles. Sur ce slide, juste quelques petits exemples. On entend beaucoup parler de régulation en ce moment. Régulation, directive, c'est pas exactement la même chose. Il y en a deux qui font, en tout cas vu de notre fenêtre et des discussions qu'on a avec nos clients et prospects en ce moment, il y en a deux qui font plus parler que d'autres. C'est Dora et Nice 2. Il y a aussi le CRA qui n'est pas dans la liste, mais on pourra l'aborder ou le mentionner. Mais voilà, le sujet c'est bien Nice 2. C'est des différentes régulations qui n'ont pas exactement les mêmes objectifs, qui n'ont pas exactement les mêmes scopes, non seulement en termes d'implication pour les entités concernées, mais aussi en termes d'entités concernées tout simplement. Dora, c'est la finance. Nice 2, on va le voir, c'est un tout petit peu plus large. Alors, peut-être un peu de contexte aussi sur Nice 2. Pourquoi Nice 2 ? Avant de parler du comment, du qui, du quand, etc. Pourquoi Nice 2 ? Parce qu'il y a une régule qui existe déjà, une directive qui existe déjà, qui s'appelle Nice 1, qui concerne relativement peu d'entités. En France, c'est à peu près 300 entreprises. Disons que c'est assez similaire à des implications comme celle de la LPM ou autres, où l'idée c'est vraiment d'identifier au travers de Nice 1 des entités qui vont avoir un caractère essentiel pour l'économie, et qui représentent un risque systémique, et de pouvoir renforcer la cybersécurité dans ces entités-là. L'idée de Nice 2, c'est pas que ça, mais c'est aussi qu'avec le Covid, on a simplement identifié qu'il y avait un tout petit peu plus d'entités essentielles que ce qu'on avait à l'esprit avant pour le fonctionnement d'un pays entier, d'une région. On s'est bien rendu compte avec le Covid et les confinements, etc., qu'il y a un certain nombre de pans de l'économie qui ont été mis un peu en stand-by, et il y a beaucoup de services qui ont été identifiés comme beaucoup plus critiques. On va le voir après, hein. Donc c'est vraiment l'idée de Nice 2, c'est d'étendre un peu le scope, de rajouter beaucoup plus d'entités que ce qu'il y avait dans Nice 1, et également d'introduire des nouveaux aspects du point de vue des obligations et de ce que ça fait imposer à Nice 2. Alors le calendrier, on l'a ici. C'est aussi pour ça qu'on parle de plus en plus de Nice 2, c'est que finalement Nice 2, ça fait un moment que la directive est en discussion, qu'elle a été votée, mais là, elle sera mise en application à partir du 18 octobre. C'est une directive Nice 2.
ce n'est pas une régulation. DORA, c'est une régulation. DORA, ça s'applique tel quel dans chaque État membre de l'Union européenne, sans nécessiter une transposition en loi locale. Ce n'est pas le cas de NIS 2. NIS 2, comme c'est une directive, ça implique que les différents États membres, au travers de l'organisme régulateur qui est nommé à chaque fois, chez nous c'est l'ANSSI, ces États membres doivent faire une transposition en loi locale de la directive pour qu'elle puisse être appliquée avec les spécificités du contexte légal du pays. Donc ça, c'est le 17 octobre. Donc l'ANSSI a pour mission, jusqu'au 17 octobre, de réaliser la transposition en loi locale de la directive NIS 2. Donc on a déjà les grandes lignes qui sont définies dans le texte. Maintenant, reste à avoir les détails. C'est aussi un point important. Aujourd'hui, on parle de NIS 2. Dans le cadre de cette conférence, je veux dire, il y a certains éléments de détail qui ne sont pas encore connus, parce qu'on attend de voir comment l'ANSSI va les transposer. Et une fois que c'est transposé, le calendrier officiel dit qu'elle doit être appliquée le lendemain, le 18 octobre. Ça, c'est peut-être un élément qui va être un peu délicat à gérer, mais on peut de toute façon penser qu'il y aura une certaine latence entre le moment où le texte va être transposé et le moment où il va être réellement appliqué et où les entités concernées vont être vraiment contrôlées. Quoi qu'il arrive, l'application, normalement, c'est le 18 octobre, avec une autre date qui est importante aussi, c'est celle du 17 avril 2025, date à laquelle la liste définitive des entités concernées doit être publiée. Attention, cependant, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas déjà qui sera dans NIS 2. Ça veut simplement dire que le texte prévoit, donc on va voir les critères après, le texte prévoit un certain nombre de critères pour identifier les entités qui doivent être conformes à NIS 2, mais le texte prévoit aussi que chaque régulateur local peut rajouter en supplément des entités que lui-même va considérer comme étant essentielles pour l'économie, pour le pays. Donc ça veut dire que finalement, on sait déjà à 95% quelles sont les entités qui vont tomber sous NIS 2, mais il peut y en avoir d'autres rajoutées au 25 avril. Le message, c'est ne pas attendre le 25 avril pour se mettre en conformité quand on sait déjà que de toute façon, on fera partie des entités qui vont être listées. Alors, dans ce qui change, j'en parlais tout à l'heure, évidemment, le périmètre élargi. Alors, je vais les relire, désolé, c'est un peu petit. Donc, dans NIS 1, il y avait déjà un certain nombre d'entités qui étaient identifiées, d'entités d'industrie, qui étaient identifiées, de secteurs. Donc, il y avait l'énergie, le transport, la banque, les marchés financiers, la santé, l'eau potable et l'infrastructure numérique. Ça, c'était NIS 1. Ça reste, c'est toujours valable. Ce seront des secteurs qui seront considérés comme entités essentielles. À ça se rajoute pour les entités essentielles toujours l'espace, les administrations publiques, c'est aussi une grosse spécificité de NIS 2 par rapport à NIS 1, et le traitement des eaux usées. Typiquement, là aussi, pendant le Covid, on s'est rendu compte que ça faisait partie des choses qui étaient importantes aussi. Il n'y avait pas que l'eau potable, mais il y avait les eaux usées. Et puis, ensuite, on va retrouver les entités importantes. Donc, vous verrez la différence entre les entités essentielles et les entités importantes. Ça se situe principalement au niveau des contrôles et des pénalités associées. Donc, dans les entités importantes, on va retrouver les fournisseurs de numérique, on va retrouver la fabrication, la manufacture d'équipements électriques. C'est un peu plus large que ça. Il y a dans tous les cas, dans la directive, si vous les lisez, vous verrez, il y a des articles qui identifient très précisément ces différents secteurs-là, avec même des sous-catégories. Par exemple, sur le transport, en fait, on se rend compte que c'est tout. C'est-à-dire que c'est l'aérien, c'est le rail, c'est le maritime, c'est le routier, c'est vraiment tout type de transport. Mais il y a ces sous-catégories qui sont définies. On va retrouver la fabrication chimique aussi, la recherche, l'alimentaire. L'alimentaire au sens assez large. Ce n'est pas que la production, c'est aussi l'acheminement. C'est-à-dire que si je travaille dans une entreprise qui ne produit pas de denrées alimentaires, mais qui a pour but de les acheminer, je suis donc potentiellement concerné par NIS 2. La poste et l'acheminement, c'est-à-dire l'acheminement du courrier, les services de livraison, et la gestion des déchets. Voilà, donc ça, ce sont tous les secteurs, donc c'est relativement large. Donc à l'échelle de l'Europe, c'est 150 000 sociétés. À l'échelle de la France, c'est environ 15 000 sociétés qui sont qualifiées par ces critères-là, et ceux d'en dessous dont je vais parler juste maintenant. Donc on voit que c'est un peu plus large que NIS 1, quand on parlait de 300 sociétés seulement. Il y a, au-delà de cette qualification en termes de secteur, il y a ce qu'ils ont appelé un cap size, c'est-à-dire qu'il y a aussi une question de taille. Donc taille, ça veut dire quoi? Ça veut dire un certain nombre de personnes, et ça veut dire un certain revenu aussi. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes dans le secteur de la finance, mais que vous êtes une ETI de 3 personnes, vous n'êtes a priori quand même pas concerné par NIS 2.
peut-être Barbara par contre, mauvais exemple la finance, mais voilà, c'est l'idée. C'est qu'il faut quand même avoir une certaine taille d'entreprise, sachant qu'on le retrouve ça dans une documentation qui a été partagée par l'ANSSI déjà, puisque évidemment, même s'ils ont jusqu'au 17 octobre, ils ont bien entendu déjà déjà commencé à beaucoup communiquer sur le sujet. On retrouve par exemple une notion intéressante qui est qu'on peut être dans un secteur qui correspond à une entité essentielle, mais parce qu'on est d'une taille intermédiaire, c'est-à-dire entre les deux critères, je ne sais pas si vous pouvez le lire ici, mais c'est 250 personnes pour les entités essentielles et 50 personnes pour les entités importantes. Si je suis dans un secteur essentiel, mais que je n'ai que 100 employés, je me retrouve quand même entité importante, pas essentielle. Si j'ai moins de 50 employés, je ne suis pas concerné. Ce qui change, donc ça c'était en termes de scope. Maintenant, ce qui change aussi, bien sûr, c'est le contenu des obligations, le contenu de la directive. Donc, on va retrouver plusieurs focus. Je vous les